Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneur. Et en fait, aujourd'hui, je vais sortir un peu de la thématique habituelle et je veux vous parler d'un élément que beaucoup de gens sous-estiment et c'est la question de l'information. C'est-à-dire que les données qu'on a à notre disposition, les propos qu'on va lire dans les journaux, dans les sujets d'actualité, soit qu'on entend à la radio, la télé, sur YouTube ou n'importe quels réseaux sociaux, toutes ces sources d'informations-là, c'est ça qui vient former notre réalité. Et autrement dit, à part ce qu'on est capable d'observer de nos propres yeux, tout le reste, c'est toutes les nouvelles qu'on va lire ou toutes les affaires qu'on va écouter qui va ultimement venir forger notre perception du monde. Et je pense que la majorité des gens ne sont pas conscients de ce phénomène-là, dans le sens que ne sont pas conscients à quel point à chaque jour, on se fait bombarder d'informations, puis cette information-là vient nous influencer. Tu sais, par exemple, si tu as une opinion à propos d'une personne, dans le sens une personnalité publique, puis que tu ne la connais pas personnellement, ben c'est clair que ton opinion par rapport à cette personne-là est biaisée par les informations qui circulent à son sujet, que ce soit positivement ou négativement. Et dites-vous que juste le fait qu'à chaque fois que vous entendez parler de la bourse dans les médias, c'est parce qu'il y a un crash boursier. Donc c'est sûr qu'au fil du temps, ça se peut que ça te pousse à croire que les marchés financiers sont hyper risqués. À chaque fois que tu en entends parler, c'est parce que les indices boursiers sont dans le rouge, puis que le prix des actions chute. Donc pour toi, la répétition comme ça, à un moment donné, ça crée une fausse perception à propos de la bourse. Et l'idée, c'est que les médias, autant les médias traditionnels que les réseaux sociaux, autant les journalistes que les influenceurs, toutes ces sources d'informations-là vont finir par forger tes opinions personnelles. Et souvent, ce que tu entends, ce ne sont pas des propos purement objectif. Il y a tout le temps une trace de subjectivité, il y a des détails qui sont mis de l'avant, il y a d'autres détails qui sont moins élaborés ou littéralement ignorés. Et à ce moment-là, ça fait en sorte qu'au fil du temps, il peut se créer un narratif, c'est-à-dire une idée répandue, une espèce d'opinion publique par rapport à tel ou tel sujet qui est un peu une version déformée de la réalité. Et ce qu'il faut comprendre, sans tomber dans les théories du complot, c'est qu'il est possible que le narratif a été influencé par des groupes de personnes ou par des entreprises qui vont au final en bénéficier. Puis tu sais, ça peut être des compagnies multinationales, ça peut être des partis politiques, mais ça peut être aussi n'importe qui crée du contenu en ligne, puis qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'écoutent puis qui lui font confiance. Par exemple, un créateur de contenu sur TikTok, il pourrait partager des fausses données ou tenir des propos exagérés ou carrément mensongers dans le but de, par exemple, vous vendre un produit ou un service qui correspond au narratif qu'il essaye de passer. Par exemple, le message sous-jacent qui est véhiculé, ça pourrait être de faire croire que ça prend pas beaucoup d'argent pour investir en immobilier ou que c'est facile de gagner sa vie comme day trader et que ça donne que justement, l'influenceur en question qui produit ce contenu-là, il vend des formations à 2-3 000 $ à ce sujet-là. Puis c'est facile à comprendre que lui, il y a un incitatif à te faire croire ces informations-là, à partager peut-être des données qui ne reflètent pas la réalité, qui sont exagérées. Il peut également, lui, se bâtir une personnalité en ligne avec les réseaux sociaux pour donner l'impression d'un meilleur lifestyle. Tout ça pour dire que cette approche-là de construire un narratif qui est basé sur des informations incomplètes ou erronées, ça peut se faire par un simple individu sur TikTok, puis ça peut se faire à plus grande échelle. C'est-à-dire que plus le média a une grande portée, plus il rejoint un grand nombre de personnes, plus le discours va se répandre dans la société comme étant
un fait sans équivoque. Par exemple, juste le fait de parler constamment de la hausse exponentielle du prix des maisons, puis de parler à quel point quelqu'un a vendu sa maison 100, 200 000 $ plus cher que ce qu'il avait payé pour, ben tout ça, à force de le répéter, ça peut donner l'impression que acheter une maison, c'est un excellent investissement, puis qu'il n'y a aucun danger qui est lié à ça parce que le prix des maisons fait juste monter de toute façon. Le danger de ça, c'est qu'il y a du monde qui vont tout faire pour acheter une maison, ils vont se mettre dans un budget très serré parce que pour eux, acheter une maison, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement, puis que s'ils sont locataires, ben ils pitchent littéralement de l'argent par les fenêtres. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le point, c'est que à force de répéter quelque chose, ça peut donner l'impression que c'est un fait ou que c'est la réalité. Et d'ailleurs, il y a une citation qui résume bien ça. La citation va comme suit. Un mensonge répété 10 fois reste un mensonge. Un mensonge répété 10 000 fois devient une réalité. Et saviez-vous qui a dit ça? Je vous gâche le punch tout de suite. C'est Joseph Goebbels qui était le ministre de la propagande d'Adolf Hitler. Et je tiens tout de suite à préciser que l'objectif de l'épisode, c'est pas de parler de théorie du complot ou de prétendre que le gouvernement est en train de concocter un plan machiavélique pour tout nous contrôler. L'idée, c'est plutôt d'être conscient qu'au cours de l'histoire, c'est déjà arrivé que des dirigeants se sont servis de différentes stratégies de propagande ou de distraction pour détourner l'attention du peuple. Pensez-vous que durant la Deuxième Guerre mondiale, dans les journaux allemands, on montrait les camps de concentration puis les autres atrocités de la guerre? Ben non, le message qui était véhiculé, c'était que Hitler, c'était le sauveur de l'Allemagne. Il disait que c'était les Juifs qui étaient responsables des problèmes du pays. Il exprimait l'importance de rester unis face aux ennemis qui étaient les Juifs, les Alliés, tout ça. Puis bien avant ça, on peut penser aux empereurs romains qui organisaient des jeux de gladiateurs justement pour maintenir la population divertie dans le but d'éviter des révoltes. Les dirigeants fournissaient des divertissements, ils donnaient du pain gratuit, tout ça pour apaiser le peuple. Mais je vous rappelle qu'au 3e siècle, l'économie romaine s'est effondrée en raison de la dévalorisation de la monnaie, de l'hyperinflation et de la chute du commerce. Fait qu'à ce moment-là, donner du pain gratuit à la population, ça servait à rien. Là. C'est un peu comme si le gouvernement envoyait un chèque de 500$ aux familles pour lutter contre la hausse du coût de la vie. Dans les deux cas, c'est de la poudre aux yeux et ça ne règle pas le problème sous-jacent. Les dirigeants d'un pays, ils peuvent utiliser, comme je vous dis, une stratégie de diversion là, avec du divertissement pour attirer l'attention en dehors des vrais problèmes, par exemple les problèmes économiques. Puis ils peuvent également utiliser une stratégie de polarisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent diviser la population sur des questions soit d'ordre politique ou idéologique, dans le but, encore une fois, de détourner l'attention des vrais problèmes. Parce qu'à ce moment-là, les débats sociaux sur des sujets qui peuvent être très polarisants, très controversés, ça fait en sorte que l'attention médiatique se concentre là-dessus. Pensez aujourd'hui à n'importe quel débat d'actualité qui est le moindrement controversé, puis regardez comment le focus des médias est là-dessus. En même temps, c'est logique, les médias vont parler d'affaires controversées parce que, justement, ça attire l'attention de beaucoup de monde, sauf que, naturellement, ça fait en sorte que ça laisse moins de place à d'autres thèmes qui seraient peut-être plus importants ou pertinents pour l'ensemble de la population. C'est quand est-ce la dernière fois que vous avez lu un article puis que vous vous êtes dit « Hey, une chance, j'ai vu ça parce que ça va vraiment m'aider dans ma vie. » Encore là, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas capable de trouver d'informations pertinentes nulle part. Il y a certains médias que je trouve que le contenu est bon. Mais un autre point qu'il faut considérer avec les médias traditionnels, donc journaux, radio, télé, en fait, c'est qu'on devrait s'attendre à ce que les journalistes nous rapportent l'actualité de la façon la plus factuelle possible. Mais le seul bémol par rapport aux médias traditionnels, c'est que avec leur modèle d'affaires, eux autres, ils vendent de la publicité. Donc, il y a du monde qui paye pour mettre de la pub dans les journaux, à la radio, à la télévision. Et
Et ça, ben, ça peut créer des situations un peu ambiguës, là, parce que, je donne un exemple, si une compagnie, c'est un annonceur important dans un média et que le média dépend de ces revenus publicitaires-là, je suis pas convaincu que le média va être à l'aise de publier du contenu qui critique les activités de l'entreprise en question. Je donne un exemple fictif. Disons que Énergir, la compagnie qui distribue le gaz naturel au Québec, disons qu'Énergir investit des sommes d'argent considérables dans la publicité au sein des médias traditionnels. On s'entend-tu que ça pourrait affecter la manière dont certains médias couvrent les pratiques de l'entreprise et de l'industrie de l'énergie fossile en général. Parce qu'on s'entend que tu joues avec le feu, là. Si tu parles mal de telle entreprise puis que c'est elle qui t'apporte des bons revenus publicitaires, c'est un peu se tirer dans le pied. Puis tu as un autre scénario qui est possible. Ben, imaginons que le média en question reçoit des subventions ou de l'aide financière de la part du gouvernement et que c'est grâce à ce financement-là qu'il réussit à survivre financièrement. Ben, ça peut devenir, encore une fois, pas évident de maintenir une indépendance éditoriale absolue. Dans le sens que si tu dépends de l'argent de quelqu'un d'autre, c'est possible que tu aies un peu de réticence à venir le critiquer publiquement. Tu sais, du moins, tu vas peut-être le faire de manière moins agressive ou la couverture va être un peu plus nuancée. Et encore là, je ne suis pas en train d'affirmer que tous les médias couvrent l'actualité d'une manière biaisée. Tout ce que je dis, c'est que quand il y a une certaine dépendance financière, ça peut créer des situations où un média pourrait être moins enclin à critiquer ceux qui sont les plus grandes sources de financement. Et juste le fait que ce soit une possibilité, ben ça fait en sorte qu'on ne peut pas croire aveuglément tout ce qu'on lit et tout ce qu'on entend à travers les médias. Et ça veut aussi dire qu'on ne retrouvera pas nécessairement toutes les informations pertinentes et objectives à travers ces médias-là. Et je veux finir avec le plus important, à mon avis, c'est-à-dire le rôle des géants technologiques dans la diffusion de l'information. Tu sais, maintenant, la plupart du monde vont se tenir au courant de l'actualité par le biais des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok ou X, là, anciennement Twitter. Parce que sinon, les gens... L'autre avenue, c'est d'aller chercher de l'information sur le moteur de recherche de Google ou encore avec des vidéos YouTube. Par contre, on peut voir que ça donne énormément de pouvoir à ces entreprises-là vis-à-vis le contrôle d'information. Par exemple, ce sont les algorithmes de Google qui contrôlent une grosse portion du trafic sur Internet et c'est les algorithmes de Google qui déterminent quels résultats de recherche vont apparaître en premier. Tu sais, si Google décide de privilégier certaines sources d'informations par rapport à d'autres, ben, ça peut influencer la perception du public sur toutes sortes de sujets. Et c'est un peu le même principe avec Meta, qui peut modérer le contenu qui est partagé sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de censurer certaines publications, certains messages, et que j'approuve ou non le contenu qu'ils censurent, ça n'a pas vraiment d'importance. Le point, c'est qu'ils ont la capacité de le faire et que c'est possible à ce moment-là de mettre au silence une portion de la discussion ou un côté du débat, ce qui peut limiter à ce moment-là, encore une fois, les informations et les sujets auxquels on se fait exposer. Et une autre chose importante par rapport aux réseaux sociaux, c'est que dites-vous qu'il y a des équipes de personnes, des génies qui travaillent en ce moment pour trouver des façons de vous rendre le plus accro possible à telle ou telle application, parce que plus il y a des utilisateurs actifs qui passent leur temps sur Facebook, Instagram ou TikTok, plus les annonceurs vont vouloir payer pour afficher leur publicité sur telle ou telle plateforme. Donc c'est un peu ça l'incitatif de développer le meilleur algorithme pour vous garder scotché sur votre téléphone sur telle ou telle application. Et en ce moment, je dirais que TikTok, c'est eux qui ont une bonne longueur d'avance parce que l'algorithme pour le For You page, ça fait vraiment en sorte que tu commences à regarder une petite vidéo, puis finalement, tu te ramasses que 15-20 minutes plus tard, tu es encore en train d'écouter des TikTok sur ton téléphone. Mon point derrière ça, c'est que les algorithmes, ils vont faire en sorte que les plateformes vont naturellement
favoriser les contenus qui génèrent des réactions fortes et qui maximisent l'engagement, là, que ce soit des commentaires, des likes, des partages. Et ça peut faire en sorte que les positions un peu extrémistes sont davantage mis de l'avant, sont davantage affichés aux utilisateurs parce que des propos nuancés, ça attire moins l'attention que des propos vraiment polarisants. Donc, l'algorithme va partager davantage ce type de contenu-là. Et bref, c'est un autre élément qui peut venir renforcer les biais et la polarisation au sein de la population. Et pour conclure là-dessus, je dois vous dire qu'est-ce que moi je fais par rapport à ça, c'est que, par exemple, à chaque fois que je lis un article ou que j'écoute quelque chose, je me pose la question, c'est quoi le message sous-jacent qui est transmis? Qu'est-ce que ça me pousse à croire quand j'absorbe cette information-là? Et ensuite, je me demande, c'est qui pourrait bénéficier du discours qui est véhiculé? Et finalement, si les personnes qui bénéficient du narratif, ce sont les mêmes personnes qui ont mis cette information-là de l'avant, c'est sûr que je me pose des questions. Tout ça pour dire qu'il faut rester vigilant, il ne faut pas se fier aveuglément à ce qu'on entend, il faut valider l'information, contre-vérifier les sources. Et dans l'avenir, il y a de bonnes chances qu'on se retrouve avec de plus en plus de vidéos modifiées ou faites par l'intelligence artificielle. On voit déjà un peu de ces situations-là avec les deepfakes. Donc, dans le futur, à mon avis, il va y avoir plus de vidéos faites par l'intelligence artificielle que par des vraies personnes. Donc, je pense qu'il faut déjà s'habituer à remettre en doute le contenu qui est partagé, que ce soit des vidéos, des articles ou quoi que ce soit. Et l'autre chose que j'aime faire pour éviter d'avoir une vision vraiment unilatérale sur un sujet, que ce soit au niveau de l'économie, de la politique ou n'importe quoi d'autre, ce que je fais, c'est que je vais aussi lire et m'éduquer sur la vision qui est carrément à l'opposé de mes propres croyances. Tu sais, par exemple, si moi je considère que le système capitaliste, même s'il n'est pas parfait, c'est le meilleur système économique qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, mais pour arriver à cette conclusion-là, je ne peux pas juste m'éduquer sur le capitalisme puis sur le libre marché en lisant seulement des livres d'auteurs qui vont encourager ce système-là. Sinon, c'est sûr que ma vision va être biaisée. Pour arriver à déterminer si le capitalisme est vraiment la meilleure option, il faut que je connaisse c'est quoi les alternatives. Il faut que je comprenne c'est quoi, par exemple, le socialisme ou le communisme. Autrement dit, l'idée derrière ça, c'est toujours de chercher à voir les deux côtés de la médaille pour, après ça, être en mesure de tirer des conclusions qui sont plus éclairées. Puis tu sais, même mon propre discours, là, il est biaisé. Là. C'est-à-dire que dans mon podcast, mes propos, évidemment, sont teintés de mes expériences puis de mon opinion personnelle. Donc, indirectement, je vous impose ma vision du monde. Donc, si tu écoutes juste des personnes qui ont une opinion similaire à la mienne, à un moment donné, ça crée comme une chambre d'écho. Puis tout ce que tu vois, puis tout ce que tu entends, ça vient seulement confirmer ta vision unilatérale du monde et c'est justement ce qu'il faut éviter. Donc, n'hésitez pas à écouter des personnes que vous ne serez pas nécessairement d'accord. N'hésitez pas à lire ou à vous éduquer sur des sujets qui vous semblent de prime abord à l'opposé de vos croyances. C'est important de faire ça parce que sinon, comme je vous dis, un moment donné, tu te retrouves avec un biais de confirmation. Tu vas seulement chercher des informations qui viennent valider ton point de vue à toi, puis tu ignores toutes les autres informations. Et ça, c'est quelque chose à pas faire parce que sinon, tu te retrouves vraiment avec des œillères. Et ça vient limiter, d'une part, ton apprentissage parce que tu restes juste dans tes affaires. Et de deux, ça vient également limiter ta capacité à comprendre les autres, c'est-à-dire les autres qui n'ont pas la même opinion que toi. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a fait un peu réfléchir. Encore une fois, l'idée, c'est pas de penser qu'on se fait mentir à tous les jours ou que d'aller vers les théories du complot avec l'élite qui veut contrôler le peuple. C'est pas tout à fait ça. C'est juste que, comme je vous dis, il y a des groupes de personnes ou des entreprises qui peuvent avoir des incitatifs à contrôler le narratif. Donc, c'est votre responsabilité de votre côté à vous assurer de voir les deux côtés de la médaille et à vous assurer que l'information que vous avez, c'est une information qui est complète, qui n'est pas erronée
et qu'on ne va pas non plus vers l'omission de certains détails qui viennent un peu changer le contexte. Bref, si vous appréciez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire, un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.